Camille vivait seule depuis des années. 31 ans, silhouette discrète, voix douce et gestes mesurés, elle habitait un petit appartement à la périphérie de Lyon, là où les immeubles sont anonymes et les voisins rarement curieux. Chaque matin, elle prenait le même tramway, s'asseyait au même siège près de la fenêtre, observant les passants sans vraiment les voir. Son travail de nourrice pour familles aisées l'amenait souvent à changer de foyer, mais jamais de façon brutale. Elle n'avait ni attache ni conflit, seulement une routine de départ silencieux et d'arrivée sans éclat. Ce matin-là, une nouvelle adresse lui avait été donnée, une maison isolée dans les hauteurs calmes d'un quartier résidentiel au nord de Lyon. Le chauffeur envoyé par l'employeur la déposa devant un portail automatique qui s'ouvrit sans un mot. La demeure qu'elle découvrit était froide, rectangulaire, toute de béton et de verre. Moderne, oui, mais sans âme. À l'intérieur, un silence presque religieux régnait. Pas de musique, pas de voix, seulement le souffle léger de la ventilation et le bruit lointain de l'eau dans les tuyaux. Elle fut accueillie par une gouvernante austère qui lui indiqua brièvement les règles, pas de téléphone personnel pendant le service, discrétion exigée, horaire strict. Camille écoutait sans sourciller. Elle en avait vu d'autres. Ce qui attira son attention, cependant, fut le regard rapide que la femme jeta vers le haut de l'escalier avant de murmurer « Elle est dans sa chambre ». Camille monta. À l'étage, la porte entr'ouverte laissa apparaître une chambre immaculée. Une enfant se tenait là, dans un fauteuil roulant, silencieuse. Les yeux fixés sur la fenêtre, elle ne tourna même pas la tête. Camille entra doucement, s'agenouilla à hauteur de la fillette. « Bonjour, Élodie. Je m'appelle Camille. » Aucune réaction. La fillette avait 7 ans. Elle portait une robe bleu pâle, ses cheveux noirs étaient attachés avec soin. Pas une mèche rebelle. Son visage était si figé qu'on aurait cru une statue. Camille ne força pas. Elle resta là quelques minutes, à simplement partager la pièce. Plus tard, elle fit la connaissance du père, Alexandre Durand. Grand, élégant, regard perçant. Il serra la main de Camille avec une fermeté contrôlée, presque mécanique. Peu de mots. Il expliqua qu'il était souvent en déplacement, qu'il travaillait dans la finance, qu'il comptait sur elle pour maintenir la stabilité émotionnelle de sa fille. Son ton était poli, mais glacial. Pas une seule fois il ne regarda Élodie. Les premiers jours se déroulèrent dans cette étrange maison, entre silence et gestes codifiés. Camille suivait les routines imposées. Lever à 8 heures, petit déjeuner sans sucre, séance de rééducation avec un kinésithérapeute qui ne parlait presque jamais à l'enfant. Elle observait, notait mentalement les moindres détails. Élodie ne parlait pas, ne riait pas, ne posait pas de questions. Elle semblait absente, comme éteinte de l'intérieur. Et pourtant, Camille percevait autre chose. Un frémissement, une tension dans les épaules de l'enfant quand on lui frôlait la main. Un battement de cils quand un oiseau passait trop près de la fenêtre. Il y avait encore quelque chose, quelque part, enfoui sous la surface. La maison, elle, restait hermétique. Chaque objet était à sa place, les murs blancs impeccables, les sols brillants. Trop parfaits pour être réels. À chaque fin de journée, Camille repartait avec le sentiment d'avoir traversé un décor de théâtre où l'on jouait une pièce sans spectateur. Mais elle revenait chaque matin, plus déterminée. Elle savait dès le premier jour que cette mission ne serait pas comme les autres. Il y avait dans cet enfant un mystère, une absence qui pesait lourd, une douleur non dite. Et dans cette maison, quelque chose d'invisible, de froid, que même le soleil ne réchauffait pas. Camille ne posait pas de questions. Elle observait, écoutait et attendait, car elle avait appris avec le temps que certaines douleurs ne se dévoilent que dans le silence. Camille s'était habituée au silence d'Élodie, mais elle ne s'y résignait pas. Chaque matin, elle arrivait dans cette maison comme on entre dans un monde suspendu, un espace où les voix ne circulaient pas, où les émotions semblaient avoir été rangées dans des tiroirs fermés à clé. Élodie était toujours là, assise dans son fauteuil, le regard figé vers l'extérieur, comme si elle attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un, mais sans y croire vraiment. Elle ne tournait la tête pour personne, ni pour Camille, ni pour la gouvernante, ni même pour son père, lorsqu'il apparaissait brièvement dans l'embrasure de la porte. Camille n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle connaissait les enfants, leur silence, leurs fuites intérieures. Mais chez Élodie, il y avait une opacité déroutante. Ce n'était pas une simple timidité, ni même un repli volontaire. C'était comme si quelque chose s'était éteint.
Alors, elle tenta plusieurs approches, toujours avec douceur. Des jeux de société simples, des peluches colorées, des puzzles aux images joyeuses. Rien, pas un sourire, pas un mot. Elle proposa ensuite des histoires, lues à haute voix, en variant les intonations, espérant capter l'attention de la petite. Mais les yeux d'Élodie restaient vides, absents, tournés vers un point imaginaire qu'elle seule semblait voir. Lorsqu'Alexandre était présent, la distance d'Élodie se faisait encore plus marquée. Camille l'observait du coin de l'œil. La fillette se tendait légèrement, sa respiration changeait de rythme et elle s'enfermait davantage dans son mutisme. Le père, lui, ne semblait pas le remarquer, ou alors il choisissait de ne pas y prêter attention. Il passait en coup de vent, un dossier sous le bras, une oreillette à l'oreille, murmurant des chiffres et des ordres à des interlocuteurs invisibles. Il saluait sa fille d'un signe de tête, sans s'approcher, sans toucher, sans jamais s'attarder, et il repartait aussitôt, absorbé par d'autres priorités. Un détail frappa un jour Camille. Malgré la richesse apparente de la maison, l'abondance de technologie, les jouets haut de gamme, les équipements médicaux dernier cri, quelque chose d'essentiel manquait. Ce n'était pas l'espace, ni le confort, c'était le temps véritable, celui que l'on offre à quelqu'un sans regarder sa montre. Et plus encore, il manquait l'affection, l'authenticité d'une main posée sur une épaule, d'un mot doux glissé à l'oreille. Tout ici semblait formaté, planifié, comme si la tendresse avait été remplacée par des protocoles. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait les crayons que personne n'avait touchés, Camille se mit à fredonner, presque sans y penser, une vieille chanson que sa grand-mère lui chantait autrefois. Une mélodie simple, oubliée, pleine de cette douceur d'autrefois qu'on ne retrouve plus. Sa voix résonna légèrement dans la pièce, se mêlant au tambourinement discret de la pluie contre les vitres. Et c'est là que Camille le vit, un minuscule frémissement. Les doigts d'Élodie, posés sur l'accoudoir du fauteuil, bougèrent à peine, un mouvement presque imperceptible, mais réel. Elle continua de chanter, la voix toujours douce, le regard posé sur l'enfant. Les doigts bougèrent à nouveau, cette fois plus franchement. Pas un geste volontaire, mais un réflexe, un écho peut-être, quelque chose d'enfoui qui remontait lentement à la surface. Camille s'interrompit doucement, ne voulant pas forcer le moment. Elle laissa la mélodie flotter un instant dans l'air, puis reprit le rangement comme si de rien n'était. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de changer. Ce petit mouvement, ce tressaillement, était une fissure dans le mur. Une preuve que l'enfant n'était pas perdu. Il y avait encore quelqu'un derrière ce regard vide. Quelqu'un qui entendait, qui ressentait, même si les mots ne sortaient pas encore. Les jours suivants, Camille répéta discrètement l'expérience. Elle chantait en rangeant, en cuisinant, parfois même en se promenant dans le couloir près de la chambre d'Élodie. Toujours la même chanson, toujours à voix basse. Et parfois, quand elle s'y attendait le moins, elle surprenait un battement de paupières, un infime mouvement de tête. Ce n'étaient pas des réponses claires, mais c'étaient des signes. Et dans le monde d'Élodie, un signe valait 1000 mots. Camille décida de ne pas en parler à Alexandre. Elle craignait que le moindre rapport officiel, la moindre tentative d'explication, ne gâche cette fragile avancée. Elle préférait continuer seule, à son rythme, avec cette patience silencieuse qu'elle avait apprise au fil des années. Elle savait que la reconstruction ne viendrait pas d'un traitement ou d'un appareil, mais d'une présence continue, bienveillante, libre d'attente. Chaque jour, elle variait légèrement la chanson, y ajoutait quelques mots, quelques gestes, espérant établir un pont, une passerelle fragile entre deux mondes. Elle parla à Élodie comme si elle lui répondait. Raconta des souvenirs, des anecdotes, des rêves d'enfance. Elle ne cherchait pas une réaction immédiate, elle semait et elle espérait. La gouvernante, toujours aussi distante, observait tout cela d'un œil méfiant. Elle ne disait rien, mais son silence pesait. Il y avait dans son attitude une forme de jugement voilé, comme si elle estimait que Camille en faisait trop. Mais Camille s'en moquait. Elle n'agissait pas pour plaire ou impressionner. Elle agissait parce qu'elle sentait que c'était juste. Un matin, alors qu'elle entrait dans la chambre avec un livre à la main, elle vit Élodie lever légèrement les yeux vers elle. Ce fut bref, à peine une seconde, mais c'était la première fois. Camille s'arrêta net, puis s'approcha lentement, s'assit à côté du fauteuil, ouvrit le livre. Elle ne fit pas de commentaires. Elle se contenta de lire, d'une voix calme, continue, comme si ce regard n'avait pas eu lieu. Mais elle souriait intérieurement, car elle savait que ce moment allait tout changer. Elle n'attendait pas de miracle,
Pas de grandes déclarations, pas de retour soudain à la normalité, mais elle croyait aux petits gestes, aux connexions lentes, aux regards qui en disent long sans prononcer un mot. Et dans les yeux d'Élodie, ce matin-là, elle avait vu une étincelle, faible, incertaine, mais bien présente. Camille, désormais attentive aux moindres signaux, passait de plus en plus de temps dans la chambre d'Élodie. Elle ne parlait pas sans raison, n'insistait jamais. Elle adaptait chaque geste à l'humeur silencieuse de la fillette qui semblait se laisser approcher avec une lenteur calculée. La chanson murmurée avait marqué un début, mais il restait encore un gouffre à franchir. Camille savait que rien ne servirait de forcer les choses. Tout se construirait dans les détails, dans les espaces entre les mots, dans l'attention sans pression. Un matin, alors qu'elle rangeait les jouets rangés mécaniquement dans les étagères stériles de la chambre, Camille ouvrit le tiroir d'un petit bureau en coin. Elle ne cherchait rien de particulier, seulement un moyen de mieux comprendre l'univers d'Élodie. Ce qu'elle trouva lui coupa un instant le souffle. Un cahier à la couverture usée, caché sous une pile de vieux coloriages. Elle le sortit doucement, jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elle n'enfreignait pas une règle invisible, puis s'assit avec précaution sur le tapis. Le cahier était rempli de dessins, des dizaines de pages, toutes couvertes de couleurs vives, de formes joyeuses, de scènes enfantines débordant d'imagination, des arbres au feuillage exagérément vert, des animaux souriants, des maisons aux toits rouges sous un ciel bleu intense. Il y avait même des portraits, maladroits mais pleins de vie. Une femme aux cheveux longs, sans doute la mère, un homme avec un chapeau, peut-être Alexandre avant qu'il devienne cet homme dur, et Élodie elle-même, debout, les bras ouverts. Camille comprit rapidement que ces dessins dataient d'avant l'accident. Ils étaient à la trace d'un autre temps, d'un monde que la fillette avait laissé derrière elle. Ce qui frappa le plus Camille, c'était la rupture brutale à partir d'un certain point du cahier. Les dernières pages n'avaient plus rien à voir avec les précédentes. Les couleurs avaient disparu. Ne restèrent que des traits noirs, parfois rouges, parfois hachurés jusqu'à couvrir toute la feuille. Des silhouettes sans visage, des arbres sans feuilles, des maisons penchées, des lignes brisées. La transformation était radicale, presque violente. Et ces dessins récents, visiblement réalisés après l'accident, ne comportaient aucune parole, aucun titre, rien d'identifiable. Un vide graphique qui parlait plus que n'importe quel discours. Camille referma le cahier et le replaça exactement là où elle l'avait trouvé. Elle n'en parla pas tout de suite, mais cette découverte l'obséda pendant toute la journée. Elle se demandait si quelqu'un d'autre dans la maison l'avait vu, si Alexandre savait ce que contenait ce tiroir, ou s'il s'en moquait. Elle doutait que la gouvernante ait pris la peine de s'y intéresser. Et elle était presque certaine qu'Élodie, en le dissimulant, ne s'attendait pas à ce qu'on le retrouve. Le lendemain, Camille proposa à Élodie une séance de dessin, sans lien direct avec ce qu'elle avait vu. Elle disposa les feuilles blanches sur une table mobile, y plaça des crayons de couleur, des pastels, un petit pot d'eau pour l'aquarelle. Élodie, comme d'habitude, ne réagit pas. Camille s'assit à côté, sans insister, et se mit elle-même à dessiner. Une fleur, une maison simple, un ciel bleu. Elle dessinait avec lenteur, presque avec maladresse, comme une enfant. Elle laissait traîner ses crayons, glissait quelques couleurs sur la table, en espérant que l'un d'eux finirait par capter l'attention de la fillette. Ce ne fut qu'après plusieurs jours que quelque chose se produisit. Camille, comme à son habitude, chantonnait doucement en griffonnant sur sa feuille quand elle aperçut un mouvement du coin de l'œil. Élodie avait tendu la main, lentement, vers un crayon bleu. Elle le prit, le tint un moment sans bouger, puis traça une ligne sur une feuille. Une seule ligne, droite, timide. Camille ne dit rien. Elle se contenta de sourire intérieurement et continua de dessiner. Les jours suivants, les lignes se multiplièrent. Elles restaient simples, souvent monochromes, parfois hésitantes, mais elles étaient là. Camille notait mentalement chaque détail. Elle observait les couleurs choisies, les formes récurrentes. Élodie ne parlait toujours pas, mais à travers ses traits, elle disait quelque chose. Il fallait seulement apprendre à lire ce langage silencieux. Petit à petit, Camille introduisit les anciens dessins, ceux du cahier, en les reproduisant à la main sur de nouvelles feuilles. Elle les glissait parmi les siens, comme par hasard. Élodie les regardait, parfois longuement. Un jour, elle en prit un, le posa devant elle et repassa certains traits avec son crayon. Une maison, une fleur. Elle ne copiait pas, elle complétait. Ce fut la première fois qu'elle interagissait véritablement avec Camille.
Les progrès furent lents, mais réels. Un matin, alors que Camille parlait d'une histoire inventée autour d'un dessin, elle entendit un souffle, un son à peine audible. Elle s'arrêta. Élodie avait remué les lèvres, une tentative de mot peut-être. Elle réessaya. Cette fois, elle parvint à murmurer un nom. Lila. C'était le nom d'un chat qu'elle venait de dessiner. Camille resta immobile. Elle n'osa pas répondre trop vite, de peur de briser le moment. Puis, doucement, elle répéta « Lila, elle est très belle. Tu veux lui donner une amie ?» Élodie ne répondit pas, mais prit un crayon rose et dessina une autre silhouette à côté du chat. Ce fut un tournant. Depuis ce jour, Élodie prononça d'autres mots, toujours de manière isolée, parfois à peine chuchotés, mais ils étaient là. Des noms d'objets, des couleurs, des sons. Camille faisait semblant de ne pas trop y prêter attention, pour ne pas créer de pression. Elle s'adaptait au rythme d'Élodie, comme on s'adapte à une plante rare qui pousse dans l'ombre. Dans la maison, pourtant, rien ne changeait en apparence. Alexandre restait distant, concentré sur ses affaires. Il saluait Camille d'un hochement de tête, posait parfois une question sèche sur la santé de sa fille, sans vraiment écouter la réponse. Il ne voyait pas les dessins, il n'entendait pas les balbutiements. Il semblait croire que ce silence était permanent, qu'il faisait partie de l'état de sa fille. Et peut-être, au fond, cela l'arrangeait-il. Camille, elle, savait que ce qu'elle voyait était fragile, mais vrai. Ce cahier oublié, ces lignes tracées, ces mots retrouvés, tout cela constituait une mémoire en reconstruction. Une mémoire que personne ne voulait vraiment affronter, mais qui s'exprimait malgré tout. Et Camille était décidée à l'écouter jusqu'au bout. Le matin semblait identique aux autres lorsque Camille arriva dans la vaste demeure. Le ciel d'été était pâle, à peine coloré de bleu, sans nuages. À l'extérieur, les rares voitures glissaient lentement sur l'allée bordée d'arbres soigneusement taillés. Dans ce décor de perfection, la voix de la gouvernante l'accueillit sans chaleur. « Monsieur Durand vous attend au salon. » Camille Vaquiesa pénétra dans la pièce et remarqua immédiatement la distance. Le mobilier était moderne, lignes nettes, surface lisse, mais tout souriait de façon calculée. Non pas une maison accueillante, mais un espace conçu. Au centre, une table en verre froid autour de laquelle 4 chaises blanches étaient alignées, immobiles. À une extrémité, un fauteuil recouvert de cuir noir attendait patiemment. Tout semblait en suspens, figé dans l'attente. Et quand il entra, il fit presque partie du décor. Grand, le regard dérobé, les épaules droites, il s'avança avec assurance dans la pièce. C'était bien lui, Alexandre Durand. Il salua Camille d'un signe discret, presque automatique. Aucun sourire, aucune salutation qui dépasse le strict nécessaire. Il posa un dossier sur la table, puis se leva pour fermer la baie vitrée derrière lui, comme pour couper la maison du monde extérieur. La lumière diminua d'un coup dans la pièce. Un rideau lourd atténua les ombres. Il revint vers la table, se tint droit, les mains croisées devant lui. « Mademoiselle Camille, j'aimerais que vous sachiez que je vous ai engagée exclusivement pour veiller sur ma fille. » Sa voix était calme, sans émotion. « Je ne souhaite pas que vous tentiez de la divertir ou de vous substituer à moi. » Il marqua une pause, observa un point invisible sur le mur. « Votre tâche est respectée par un cadre strict. » Camille acquiesça. Elle avait déjà entendu des choses semblables dans d'autres maisons. Mais ici, la fermeté avait un goût glacé, différent. Il ajouta « Je compte sur vous pour ne pas dépasser vos fonctions. » Puis il se retourna, fit quelques pas et s'arrêta près de la fenêtre, regard fixé vers l'extérieur, silencieux. Puis, « Avez-vous quelle question ?» Camille sentit son cœur se serrer, mais garda le calme. Elle répondit qu'elle n'en avait pas pour le moment, mais qu'elle souhaitait simplement accompagner la petite au quotidien. Alexandre hocha la tête, puis quitta la pièce. Ce simple échange marqua pour Camille un tournant. Elle comprit que, malgré l'apparente richesse et le confort de la maison, l'enfant n'était pas au centre du monde, mais au centre d'un pan de l'univers d'Alexandre où contrôle et image avaient priorité. Elle recula d'un pas, respira lentement puis se rendit à la chambre d'Élodie. L'atmosphère y était la même, impeccable, silencieuse, prévisible. Elle entra, s'assit près du fauteuil de la fillette et dit, plus doucement, « Comment vas-tu aujourd'hui, Élodie ?» Pas de réponse, à peine un battement de paupières. Mais l'enfant tournait légèrement la tête, comme pour signifier qu'elle avait entendu, même si elle ne répondait pas. Camille resta là, durant quelques minutes.
Puis elle se leva doucement et sortit de la pièce. Les jours qui suivirent, Camille observa davantage. Chaque interaction du père avec la fille, chaque moment où Alexandre passait dans le couloir, un dossier sous le bras, sans un mot. Il la saluait parfois d'un hochement de tête lorsqu'elle traversait le salon, mais sans se pencher vers elle. Il ne demandait jamais comment allait sa fille, ne s'asseyait pas à ses côtés. Quand il la retrouva dans son fauteuil pour une séance de physiothérapie, il resta debout, le dos tourné, consultant son téléphone. Et l'enfant parlait à peine. Sa réponse, si elle en donnait une, était souvent un simple oui ou non, presque murmuré, et le plus souvent rien du tout. Alexandre ne semblait pas le remarquer, ou il ne voulait pas. Pour lui, la maison devait rester un lieu d'ordre, non un foyer de sentiments. Un matin, alors que Camille accompagnait Élodie dans le salon pour lui faire lire une courte histoire, Alexandre arriva sans prévenir. Il s'arrêta à l'entrée, les bras croisés. Il observa la scène doucement pendant quelques secondes. Camille, assise sur un coussin près de la table basse, lisait d'une voix lente, la fillette dans son fauteuil. Sur l'un des murs, un grand écran montrait une interface de domotique, mais aucun lecteur ne parlait. Le silence était total. Puis Alexandre intervint. « Mademoiselle Camille, je vous rappelle que vous êtes là en tant que professionnelle. » Il fit un geste vers les livres éparpillés sur le tapis. « Les livres, c'est bien. Mais vous devriez avant tout vous concentrer sur la physiothérapie et le suivi médical. » Il pivota, marcha vers la sortie, sans attendre de réponse. Camille resta immobile, son livre sur les genoux. Elle ferma doucement la page, releva les yeux vers Alexandre. Il ne la regardait plus. Il avait déjà repris sa trajectoire vers le plafond vitré. Elle sentit un pincement au cœur, non pour elle, mais pour l'enfant qui, dans ce salon immaculé, ne recevait pas ce qu'elle semblait attendre. Après le départ d'Alexandre, elle dit à la fillette « On peut visiter le jardin demain si tu veux. » Elle ne sut si celle-ci entendit, mais observa un léger mouvement de tête. Peu à peu, elle comprit que ce système de contrôle, cette froideur, s'étendait à tout. Aux repas pris dans une salle à manger où tout était fixé d'avance, aux horaires immuables du coucher, aux rares moments où la fille était autorisée à jouer, toujours sous surveillance et cadre. Camille nota que la joie n'avait pas disparu totalement. Elle était simplement bridée. Elle laissait place à la peur peut-être, à la réserve, à l'attente d'un signal qu'on ne donnait jamais. Et dans cette maison, chaque visage était masque, chaque sourire calculé, chaque mot retenu. Un soir, alors que la maison semblait encore plus silencieuse, les volets fermés, les lumières tamisées, une absence palpable de bruit humain, Camille entendit un bruit léger dans le couloir. Un chariot glissant, le passage de la gouvernante, le tic-tac discret d'une horloge. Mais aucun rire, aucun murmure, aucun son de vie vraie. Elle respira profondément et se dit que si elle ne changeait rien, l'enfant resterait prisonnière de ce silence. Elle avait déjà vu des familles brisées, des environnements froids, mais cette maison en était l'archétype. Elle visualisa Élodie, dans ce fauteuil, le regard tourné vers la fenêtre, attendant peut-être une réponse qu'on ne lui donnerait jamais. Et elle, Camille, ressentait pour la première fois l'urgence, pas de façon dramatique, mais sourde. Une urgence de présence, de chaleur, de gestes simples. Elle savait que ce père pouvait devenir un allié, mais pour cela, il fallait qu'il voie. Et pour cela, il fallait qu'il sorte de cette posture d'homme affairé et absent. Le lendemain, elle revint avec cette conviction. Elle ne modifia pas directement son comportement vis-à-vis d'Alexandre, mais continua à accompagner l'enfant. Elle observa le père depuis l'ombre, nota les minutes où il passait, les lueurs dans son regard quand il croyait que personne ne regardait. Elle surprit, un matin, un tremblement léger de sa mâchoire, lorsqu'il posa la main sur l'épaule d'Élodie pour la première fois en plusieurs semaines. Le geste n'était pas exprimé, n'était pas accompagné de paroles, mais il était là. Et pour Camille, c'était une fissure dans la façade. Elle ne força pas davantage. Elle laissa le temps agir, elle fit preuve de constance, car elle savait que même un homme d'affaires rigide pouvait changer si on lui montrait une autre voie. Elle espérait, doucement, que ce geste isolé ouvrirait une série de gestes plus vrais. Et surtout que cette maison, jusque-là vide de chaleur, commence à devenir un lieu de vie. Élodie l'attendait peut-être, et Camille aussi. Depuis quelques jours, un changement à peine perceptible s'était installé dans le comportement d'Élodie. Elle ne parlait pas encore librement, mais les mots ne lui étaient plus totalement étrangers. Les crayons de couleur, les dessins,
Les murmures échappés au fil des après-midi avaient amorcé une forme de confiance. Camille avait cessé d'espérer un progrès spectaculaire. Ce qu'elle cherchait maintenant, c'était la continuité, un lien, même ténu mais constant, sur lequel elle pourrait bâtir quelque chose de durable. Pourtant, une question revenait inlassablement dans son esprit sans qu'elle ose la poser. Que s'était-il vraiment passé le jour de l'accident? Pourquoi cette petite fille, autrefois joyeuse et pleine de vie, s'était-elle murée dans un silence aussi profond? Dans la maison, personne n'évoquait jamais l'événement. Ni la gouvernante, toujours murée dans sa neutralité de façade, ni Alexandre, dont le visage se fermait dès qu'un sujet personnel approchait. Le fauteuil roulant était là, omniprésent, mais comme un meuble parmi d'autres, jamais nommé. Les séances de kinésithérapie se succédaient dans un silence méthodique, comme s'il n'y avait jamais eu de moment avant, comme si tout avait toujours été ainsi. Camille savait qu'il était impossible d'avancer sans comprendre. Elle savait aussi que forcer Élodie serait contre-productif. Alors, elle attendait. C'est une nuit d'orage que les choses commencèrent à changer. Le tonnerre grondait au loin depuis la fin de l'après-midi. De grandes masses nuageuses s'étaient formées, annonçant une tempête imminente. Les éclairs déchiraient parfois le ciel et les vitres tremblaient sous les rafales de vent. Camille, restée exceptionnellement tard ce soir-là pour terminer un puzzle avec Élodie, attendait que la pluie cesse avant de rentrer. Assise au sol, elle observait l'enfant. Élodie paraissait nerveuse, les mains serrées sur les accoudoirs de son fauteuil. Elle fixait la fenêtre, les yeux grands ouverts. Camille s'approcha lentement et dit sur un ton calme « Ce n'est qu'un orage. Il va passer. Tu veux que je reste un peu ?» Élodie ne répondit pas, mais elle hocha très légèrement la tête. Camille resta donc là dans la pénombre de la chambre, tandis que le bruit de la pluie s'intensifiait. Elle alluma une petite lampe au sol, créant une atmosphère plus douce, plus rassurante. Puis, elle reprit le puzzle là où elle l'avait laissé. Après quelques minutes, sans que rien ne l'annonce, Élodie prononça une phrase très basse, presque inaudible. « Maman criait ». Camille leva les yeux, mais ne dit rien. Elle attendit. « Elle criait contre papa », ajouta la petite, d'une voix encore plus faible. Puis elle se tut de nouveau. Camille, assise en face d'elle, sentit une tension dans sa gorge, mais ne répondit toujours pas. L'enfant reprit au bout d'un moment. C'était dans la voiture. Maman conduisait. Elle tenait le téléphone, elle criait. Moi, j'avais peur. Les mots sortaient maintenant par saccades, comme s'ils s'étaient accumulés pendant des mois et tentaient de trouver leur chemin. Elle pleurait. Et puis, il y a eu la lumière, très forte, et après, je ne me souviens plus. Camille s'approcha un peu plus, posa doucement une main sur l'accoudoir du fauteuil. « C'est bien que tu m'en parles, » dit-elle. Élodie hocha de nouveau la tête, les yeux brillants. « Est-ce que maman est encore en colère ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Camille resta un instant sans voix. Puis, doucement, « Non, ma chérie, ce n'est pas ta faute. » La petite resta silencieuse, mais elle semblait avoir trouvé un soulagement, aussi minime soit-il. Cette nuit-là, Camille rentra plus tard que d'habitude, troublée. Elle avait toujours soupçonné qu'il y avait autre chose derrière l'accident, quelque chose que personne ne voulait affronter. Mais entendre ces mots de la bouche même de l'enfant, c'était différent. Cela rendait tout plus concret, plus douloureux. Elle comprit que ce n'était pas uniquement le traumatisme physique qui avait enfermé Élodie dans le silence, mais aussi une violence émotionnelle que personne n'avait soignée. Une dispute, une perte de contrôle, une peur brutale, suivie d'une perte irréversible. Le lendemain, elle observa Alexandre avec plus d'attention. Il semblait tendu, plus que d'habitude. Peut-être avait-il entendu quelque chose la veille, ou bien le tonnerre avait réveillé une mémoire qu'il cherchait à enterrer. Il ne dit rien de particulier, mais son regard, ce jour-là, se détourna moins vite lorsqu'il croisa celui de sa fille. Camille nota aussi un détail troublant. Sur la table du bureau, une photo avait été déplacée. C'était un cadre discret, habituellement tourné vers le mur. Cette fois, il était orienté vers l'avant. On y voyait une femme souriante, brune, le visage doux. Elle tenait une petite fille par la main. Camille comprit immédiatement. C'était la mère d'Élodie. C'était ce qui avait été effacé de cette maison. Son absence, son souvenir, sa voix. Camille n'en parla à personne, mais elle continua de nourrir ses moments de parole. Elle encouragea Élodie à dessiner ce qu'elle ressentait, sans jamais lui poser de questions directes.
L'enfant recommença à représenter des routes, des voitures, des téléphones, toujours en noir et gris. Un jour, elle dessina une main qui lâchait une autre. Camille comprit que le chemin serait long, mais qu'elle avait ouvert une porte qui ne devait plus jamais se refermer. Alexandre, de son côté, restait distant, mais quelque chose avait changé. Lorsqu'il passait devant le salon, il s'arrêtait quelques secondes. Un jour, il demanda à Camille « Elle dort bien la nuit ?» Ce fut la première question personnelle qu'il posait sur sa fille depuis des semaines. Camille répondit sobrement « Elle commence à mieux dormir, oui. » Il ne répondit pas, mais sembla soulagé. Ce qu'Élodie avait partagé cette nuit d'orage n'était que le début. Ce n'était pas encore la vérité complète, mais une fissure dans le mur du silence. Camille, avec sa patience habituelle, savait qu'elle devait avancer avec prudence. Le souvenir de l'accident, encore confus, mêlé de douleur et de culpabilité, continuerait de hanter la fillette. Mais désormais, ce souvenir avait un nom, une voix, et quelqu'un pour l'écouter. La semaine avait commencé dans une atmosphère plus lourde que d'habitude. Le ciel gris, la lumière froide qui traversait les grandes baies vitrées de la maison, les pas feutrés des employés dans les couloirs. Camille arrivait comme chaque matin, saluait brièvement la gouvernante et se dirigeait vers la chambre d'Élodie. L'enfant dessinait déjà, assise dans son fauteuil, les doigts crispés sur un crayon vert. Camille lui adressa un sourire discret, posa ses affaires, puis s'assit à ses côtés sans rien dire. Le silence était une habitude entre elles, mais il n'était plus hostile. Il était devenu une sorte d'entente implicite, un langage à part entière. C'est en descendant au rez-de-chaussée pour chercher un livre qu'elle la vit. Une femme, grande, blonde, habillée avec une élégance trop étudiée pour être spontanée, discutait avec la gouvernante dans l'entrée. Camille ralentit instinctivement. Elle devina sans qu'on ne le lui dise. Quelque chose dans la posture de l'autre femme, dans sa façon de regarder autour d'elle comme si elle possédait les lieux, indiquait qu'elle n'était pas une simple visiteuse. La gouvernante la vit s'approcher et annonça d'un ton trop neutre « Voici Clémence, elle travaillait ici avant vous. » Clémence s'avança immédiatement, tendit la main avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Ah, donc c'est vous, Camille. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Sa voix était douce mais portait un tranchant subtil. Camille répondit poliment, évita de s'attarder, puis reprit son chemin. Pourtant, dans son dos, elle sentait déjà les regards échangés, les mots à demi murmurés. L'équilibre fragile qu'elle avait construit autour d'Élodie semblait déjà menacé. Clémence resta la journée entière. Elle monta voir Élodie, qui la fixa longuement, sans un mot. Camille observa la scène à distance. L'enfant ne manifesta aucune joie, aucun signe de surprise. Elle accepta la présence de Clémence comme on accepte une visite obligatoire. La femme, elle, tenta quelques phrases convenues, des remarques sur la croissance de la petite, sur ses cheveux, sur la décoration du fauteuil. Mais rien ne prenait. Élodie restait de marbre. Camille, quant à elle, continua à suivre le programme du jour, mais sous la surface, l'agitation montait. À midi, un déjeuner improvisé fut organisé. Alexandre avait décidé de rester pour une fois. Il s'installa à table, Clémence à sa droite. Camille ne fut pas invitée à se joindre à eux. Elle mangea seule dans la cuisine, comme à ses débuts dans la maison. Elle entendait leurs voix, leurs rires polis, les phrases creuses qui remplissaient le vide. À un moment, elle entendit son nom. Elle tendit l'oreille. Clémence disait « Elle est touchante, très impliquée, peut-être un peu trop. » Et Alexandre, en réponse, laissa échapper un petit rire bref. Rien d'ouvertement hostile, mais suffisant pour que Camille sente le sol se dérober doucement sous ses pieds. Les jours suivants, Clémence revint régulièrement. Elle passait du temps avec Alexandre, consultait d'anciens dossiers, feuilletait des albums de famille, toujours avec cet air de fausse intimité. Camille, elle, sentait la tension monter. Lorsqu'elle proposait une activité à Élodie, on lui demandait de la justifier. Lorsqu'elle préparait un dessin ou une lecture, la gouvernante lui demandait désormais de faire valider le contenu. Le climat avait changé. Elle n'était plus simplement observée. Elle était jugée. Un après-midi, alors qu'elle aidait Élodie à coller une série d'images sur une grande feuille blanche, Clémence entra sans frapper. Elle s'approcha, croisa les bras et dit, d'un ton presque amusé, « Tu lui fais faire des collages maintenant? C'est mignon. » Camille répondit calmement que c'était une activité utile pour stimuler la motricité et l'expression. Clémence sourit, mais ne répondit pas. Elle se pencha vers Élodie et ajouta « Tu te souviens de quand on faisait de vrais ateliers,
avec des exercices sérieux. L'enfant détourna les yeux. Camille observa la scène sans intervenir. Elle comprit que Clémence ne voulait pas seulement revenir dans la maison. Elle voulait reprendre la place qu'elle estimait lui revenir. Le plus troublant fut qu'Alexandre sembla l'écouter. Il commença à poser plus de questions à Camille, mais jamais en face. C'était toujours la gouvernante qui transmettait les demandes. Des remarques sur ses méthodes, des suggestions de changement, des allusions à un manque de rigueur. Camille répondit à tout avec professionnalisme, mais sentait que le sol devenait instable. Clémence, elle, s'insinuait partout. Elle proposa d'assister à certaines séances, d'observer les activités. Alexandre accepta. Camille n'eut d'autre choix que de tolérer sa présence. Élodie, cependant, réagissait mal. Elle redevenait plus fermée, moins expressive. Ses dessins perdaient en couleur. Ses mots, si péniblement retrouvés, devenaient plus rares. Elle parlait moins, dormait moins bien. Camille le nota, le rapporta discrètement, mais personne ne sembla s'en soucier. Alexandre, trop occupé, ne remarquait que ce qu'on lui montrait. Et Clémence, elle, s'arrangeait toujours pour paraître compétente, rassurante, familière. Elle parlait du passé avec une aisance désarmante, rappelait les habitudes de la maison, évoquait la défunte épouse avec une nostalgie stratégique. Un soir, alors qu'elle préparait les affaires d'Élodie pour le lendemain, Camille trouva une feuille oubliée sous le bureau. Dessinée au crayon gris, une scène simple. 2 femmes, l'une debout, l'autre à genoux. L'enfant, entre elles, tenait la main de celle qui était agenouillée. L'autre femme, bien que debout, semblait floue, presque effacée. Camille comprit sans explication. C'était une réponse, une manière pour Élodie de dire qui pour elle était encore présente. Camille garda ce dessin discrètement. Elle ne le montra pas, ne s'en servit pas. Mais elle savait que l'enfant avait senti, elle aussi, que quelque chose clochait. Que le retour de Clémence ne réconfortait pas mais bousculait. Que sa présence, au lieu d'apporter de la stabilité, générait de la confusion. Pourtant, dans cette maison, tout restait en surface. Et ce qu'Élodie ressentait, personne ne semblait prêt à l'entendre. Camille, de son côté, restait droite. Elle ne répliquait pas. Elle agissait. Elle continuait les activités, maintenait les routines, conservait le lien. Mais elle savait qu'il lui faudrait bientôt faire un choix. Défendre sa place ou s'effacer. Et dans ce combat silencieux, ce n'était pas seulement son travail qu'elle protégeait. C'était Élodie et ce qu'elles avaient commencé à reconstruire ensemble. La tension dans la maison n'était plus une impression diffuse. C'était une atmosphère palpable, quelque chose de compact et pesant, qui s'immisçait dans les gestes du quotidien. Clémence était désormais une présence constante, une silhouette familière dans les couloirs, dans le salon, même dans les jardins. Elle ne vivait pas là, mais sa fréquence de visite laissait peu de doute. Elle était de retour. Et chaque passage d'Alexandre dans les pièces communes s'accompagnait désormais de regards, de brèves discussions avec elle, de décisions prises sans consulter Camille. Cette dernière, pourtant, continuait de travailler avec précision et douceur. Elle n'avait pas ralenti le rythme de ses efforts, mais elle sentait, jour après jour, que son travail était fragilisé par des décisions prises ailleurs, hors de sa portée. Élodie, quant à elle, s'enfermait à nouveau. Depuis que Clémence avait repris une forme de contrôle officieux sur la maison, la petite parlait moins, dessinait moins, riait presque plus. Les avancées chèrement obtenues s'effaçaient lentement. Camille observait ce recul avec douleur, mais refusait de se laisser submerger par la frustration. Elle savait que tout cela n'était pas une coïncidence. L'enfant réagissait à ce qu'elle percevait, même si personne d'autre ne voulait le voir. Et dans ce silence retombé, Camille comprit que rester neutre ne suffirait plus. Elle décida d'agir non pas en parole, mais en preuve. Le matin suivant, elle prépara un petit dossier. Rien d'officiel, aucun document estampillé, mais une collection d'éléments concrets. Des dessins d'Élodie datés, montrant son évolution graphique et émotionnelle, quelques lignes retranscrites de ce que la petite avait dit au fil des semaines, en particulier depuis cette fameuse nuit d'orage. Un petit résumé de ses progrès moteurs, réalisés au quotidien, en dehors des séances formelles de kinésithérapie. Elle imprima tout avec soin, y ajouta quelques photos prises avec l'accord de la gouvernante, montrant Élodie souriante, attentive, éveillée. Ce jour-là, Alexandre était présent. Il travaillait dans son bureau, les stores à moitié tirés, la lumière du jour tamisée. Camille frappa, entra sur son autorisation, puis referma doucement la porte.
Il leva les yeux, étonné, sans sourire. « J'aimerais vous montrer quelque chose, » dit-elle simplement. Elle posa le dossier sur la table basse, puis attendit. Il observa la couverture, fronça légèrement les sourcils, mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Camille continua. « Je sais que vous êtes occupé. Je sais aussi que Clémence vous a parlé de mes méthodes. Je voulais seulement que vous puissiez juger par vous-même, sans intermédiaire. » Il ouvrit le dossier, tourna lentement les pages. Il s'arrêta sur les dessins, lut les quelques phrases transcrites avec soin. Lorsqu'il tomba sur la photo d'Élodie, souriante, un livre sur les genoux, il resta immobile quelques secondes. Puis, refermant le dossier, il reposa ses coudes sur la table, joignit les mains et la fixa droit dans les yeux. « Vous croyez vraiment que ça suffit ?» demanda-t-il. Sa voix n'était pas agressive, mais dure. Camille soutint son regard. « Je crois que votre fille a besoin de constance. Et de quelqu'un qui la voit pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas pour ce qu'elle a été ou pour ce qu'on veut qu'elle redevienne. » Elle fit une pause, respira calmement. « Ce que j'essaie de faire ici, ce n'est pas de remplacer qui que ce soit. Je veux seulement l'aider à se retrouver. » Alexandre resta silencieux. Il ne répondit pas, mais ses yeux trahirent un léger trouble, une hésitation infime. Camille saisit ce moment de fragilité pour conclure. « Si vous pensez que je ne suis pas la bonne personne, je le comprendrai. Mais avant de décider, regardez bien votre fille. Pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne. Elle vous dit déjà ce qu'elle ressent, même si ce n'est pas avec des mots. » Elle quitta la pièce sans attendre de réponse. Ce soir-là, en rangeant la chambre d'Élodie, elle sentit une fatigue nouvelle. Pas physique, mais intérieure. Le poids de devoir toujours prouver, toujours défendre, dans un espace qui lui rappelait qu'elle n'était que de passage. Le lendemain, elle remarqua un détail différent. Alexandre, debout dans le couloir à l'étage, observait à distance. Il la regardait raconter une histoire à Élodie, qui écoutait en silence, les yeux fixés sur les images. Il ne dit rien, ne s'approcha pas, mais il resta là, longtemps, plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Et lorsque Camille tourna la tête, elle le vit s'éloigner, sans bruit mais visiblement ému. Les jours suivants, il n'y eut pas de grande décision, pas de discours. Mais certains signes parlèrent d'eux-mêmes. Clémence ne vint pas pendant 3 jours. La gouvernante, plus réservée que d'habitude, évita les remarques indirectes. Camille, elle, poursuivit son travail avec la même régularité, la même attention. Elle savait que rien n'était gagné, mais elle avait vu la faille dans le masque. Et elle comptait bien s'en servir. Un soir, alors qu'elle racontait une histoire à Élodie, celle-ci l'interrompit. Elle leva la main, toucha doucement la manche de Camille, puis dit « Il a regardé ». Camille, étonnée, lui demanda doucement « Qui ?» Élodie répondit « Papa ». Et pour la première fois, elle sourit. Ce n'était pas un sourire large, mais un vrai. Camille ne dit rien. Elle lui rendit simplement ce sourire et continua la lecture. Ce moment, elle le garda précieusement. Car elle savait que les actes silencieux, dans cette maison où les mots étaient rares, avaient plus de poids que n'importe quelle déclaration. Et si Alexandre n'était pas encore prêt à s'exprimer, il avait commencé à voir. Cela, Camille le savait, et Élodie aussi. Le matin était calme sans indice apparent de ce qui allait suivre. Camille arriva à la maison à l'heure habituelle, son sac à l'épaule, le pas assuré malgré la tension sourde qui ne la quittait plus depuis plusieurs jours. Elle salua la gouvernante avec la même politesse discrète qu'à l'accoutumée, mais celle-ci répondit d'un ton plus sec, presque automatique, sans même croiser son regard. Camille ne s'en formalisa pas. Ce genre de froideur faisait partie du quotidien, et elle avait appris à ne pas s'en laisser affecter. Elle monta les escaliers, franchit le couloir familier, poussa doucement la porte de la chambre d'Élodie et s'arrêta net. Clémence était déjà là. Assise dans le fauteuil habituellement occupé par Camille, elle parlait à voix basse à Élodie, qui ne disait rien, le regard perdu quelque part entre la fenêtre et le sol. La scène était étrange, presque irréelle. Camille hésita une seconde, puis s'avança. Clémence tourna la tête avec un sourire parfaitement maîtrisé. « Ah, Camille, tu es là. Alexandre voulait te voir en bas, tout de suite. » Sa voix était douce, mais tranchante. Camille la remercia brièvement, puis se pencha vers Élodie. La fillette ne bougea pas. Son visage était figé, ses traits tirés. Elle ne prononça pas un mot. Camille lui caressa doucement l'épaule, puis sortit sans dire un mot de plus.
Elle descendit les marches lentement, une appréhension sourde montant en elle. Alexandre se tenait dans le salon, debout près de la baie vitrée, les bras croisés. Lorsqu'il l'aperçut, il fit quelques pas vers elle, sans l'inviter à s'asseoir. « Camille, j'ai pris une décision. » Sa voix était neutre, comme toujours. « Je pense qu'il est temps de mettre fin à notre collaboration. » Camille resta droite, le regard fixe. Elle ne répondit pas immédiatement. Il ajouta, après une brève pause, « Ce n'est pas un jugement personnel, mais je crois que vos méthodes ne correspondent pas à l'esprit de cette maison. » Les mots étaient choisis, polis, mais la sentence était ferme. Camille hocha la tête lentement. Elle comprenait trop bien. Ce n'était pas une question de méthode, ni de compétence. C'était une décision stratégique, influencée par la présence insistante de Clémence, par le désir d'Alexandre de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait. Elle sentit en elle une colère sourde, mais elle la maîtrisa. « Puis-je dire au revoir à Élodie ?» demanda-t-elle calmement. Alexandre détourna le regard. « Ce n'est pas nécessaire. Elle est entre de bonnes mains. » Ce fut la seule phrase qui trahit un certain malaise. Elle ne répliqua pas. Elle sortit de la pièce, traversa le hall silencieux, monta l'escalier sans bruit. Dans la chambre, Clémence continuait de parler, avec cette assurance tranquille de ceux qui savent qu'ils ont gagné. Camille entra sans frapper. Élodie tourna enfin la tête. Son regard s'accrocha au sien, et dans ce regard, Camille lut tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle s'approcha, s'agenouilla devant elle, posa une main sur sa jambe. « Je dois partir, Élodie, mais je veux que tu continues à dessiner et à parler, même un peu. Tu as beaucoup de choses à dire. » La petite ne répondit pas, mais ses yeux s'embuaient. Clémence restait en retrait, les bras croisés, muette. Camille se redressa, prit ses affaires et sortit de la pièce sans se retourner. Dans le couloir, elle croisa la gouvernante, qui la salua d'un simple hochement de tête, comme on tourne une page déjà lue. Elle descendit les escaliers, franchit le seuil, et la porte se referma derrière elle avec un bruit étouffé. Le ciel était gris, l'air chargé d'humidité. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus, le cœur serré mais la tête haute. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais la douleur de ne pas avoir pu dire un véritable adieu à l'enfant qu'elle avait aidé à renaître la suivit jusque dans les rues vides. Ce que Camille ignorait à cet instant, c'est que dans la chambre à l'étage, Élodie s'était levée de son fauteuil, non pas pour marcher, mais pour approcher la fenêtre. Elle écartait les rideaux du bout des doigts, le front appuyé contre la vitre froide. De là, elle vit Camille s'éloigner, sac sur l'épaule, pas rapide. Et soudain, les larmes coulèrent, silencieuses, mais vraies. Elle ne pleurait pas bruyamment. Elle ne criait pas. Elle pleurait comme on pleure quand on comprend que quelque chose de précieux vous est arraché, sans explication, sans logique. Clémence, qui s'était approchée, tenta de l'interpeller. Elle posa une main sur son épaule, mais Élodie la repoussa d'un geste net. Elle roula lentement vers son bureau, saisit une feuille blanche et commença à dessiner. Ce ne fut pas une maison, ni un arbre, ni un souvenir. Ce fut Camille. Avec ses cheveux relevés, son regard calme, ses mains tendues. À côté d'elle, une petite silhouette, elle-même, lui tenait la main. Ce dessin ne comportait pas de couleur. Il n'en avait pas besoin. Il disait tout ce que la fillette n'avait pu exprimer à voix haute. Pendant que Camille s'éloignait, dans cette rue déserte, elle sentit ses propres yeux s'embuer. Elle ne regrettait pas d'être restée fidèle à ce qu'elle croyait juste. Mais elle savait que ce lien tissé avec tant de soin venait d'être rompu brutalement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit véritablement impuissante. Elle espérait seulement que, malgré tout, Élodie n'oublierait pas. Ni les dessins, ni les histoires, ni les silences partagés, parce que dans ce monde froid et calculé, il leur restait à toutes les deux la mémoire de ce qu'elles avaient réussi à construire, même brièvement. Les jours qui suivirent le départ de Camille s'écoulèrent dans une lenteur inhabituelle. La maison, autrefois silencieuse, mais rythmée par une certaine énergie, devint encore plus immobile. Clémence, désormais officiellement en charge d'Élodie, tenta de reprendre la routine, d'imposer ses habitudes, de rétablir un ordre qui n'était plus en phase avec la fillette. Elle organisait les activités selon des horaires stricts, imposait des séances de lecture, insistait sur des exercices répétitifs. Elle parlait beaucoup, expliquait, dirigeait, mais ne remarquait pas que tout cela glissait sur Élodie comme la pluie sur une vitre froide. Élodie, elle, ne parlait plus. Pas un mot.
Même les rares syllabes qu'elle prononçait depuis l'arrivée de Camille s'étaient tues. Elle ne réagissait pas aux sollicitations, ne participait pas au jeu, ne levait plus les yeux vers ceux qui lui adressèrent la parole. Elle mangeait à peine, dormait mal, passait de longues minutes à fixer la même zone du mur ou de la fenêtre, immobile dans son fauteuil. La gouvernante nota le changement, sans oser le commenter. Clémence, elle, en fit d'abord peu de cas, croyant à un caprice, une réaction passagère. Mais au bout de quelques jours, elle commença à perdre patience. « Il faut qu'elle sorte de ce mutisme », disait-elle à Alexandre. « Elle teste nos limites. Elle a besoin de fermeté, pas de ces fantaisies sentimentales que Camille encourageait. » Alexandre ne répondit pas. Il écoutait d'une oreille distraite, mais ses gestes trahissaient un trouble croissant. Il passait plus de temps à la maison, travaillant à distance, prétextant des réunions qu'il reportait ou annulait. Il marchait dans les couloirs, entrait dans la chambre de sa fille sans prévenir, restait planté là quelques minutes, à l'observer en silence, puis repartait sans un mot. Il voyait bien que quelque chose s'était cassé, mais il n'osait pas le nommer. Un soir, alors qu'il traversait le couloir pour se rendre dans son bureau, il trouva une feuille glissée sous la porte de la chambre d'Élodie. Il se pencha, la ramassa. C'était un dessin, réalisé au crayon noir. Une scène simple. 2 silhouettes, l'une plus grande que l'autre se tenant la main. Au-dessus, un mot maladroitement écrit « Camille ». Alexandre resta figé. Il retourna la feuille, regarda l'autre côté, vide. Il la garda dans sa main, entra dans son bureau et s'assit sans allumer la lumière. Le dessin resta posé sur la table, comme une accusation muette. Le lendemain, il demanda à Clémence de lui expliquer pourquoi Élodie semblait si distante. Elle évoqua le temps d'adaptation, les méthodes différentes, la sensibilité excessive de l'enfant. Elle tenta de minimiser, puis finit par rejeter la responsabilité sur Camille. Elle a créé une dépendance affective. Ce n'était pas sain. Vous avez bien fait de mettre un terme à cela. Alexandre ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête, mais ses yeux restaient fixés sur un point invisible derrière la fenêtre. Les jours passaient, et rien ne s'arrangeait. Élodie refusait de manger certains repas, se repliait sur elle-même dès qu'on lui parlait, ignorait les livres qu'on lui proposait. Elle ne dessinait presque plus, sauf parfois tard dans la nuit, lorsqu'elle se réveillait en sursaut et restait éveillée, assise dans son fauteuil. La gouvernante découvrait alors, le matin, des feuilles éparpillées au sol. Toujours le même sujet. Camille, tenant la main d'une petite fille. Rien d'autre. Pas de décor, pas de couleur. Une obsession silencieuse. Clémence, mise face à l'évidence, commença à exprimer sa frustration de manière plus explicite. Elle se plaignait du manque de coopération d'Élodie, suggérait qu'il fallait envisager une thérapie plus structurée, avec des professionnels externes. Elle parlait de rupture, de traumatisme à surmonter, de techniques comportementales. Mais personne dans la maison ne semblait l'écouter vraiment. La gouvernante s'enfermait dans sa réserve. Alexandre, lui, devenait plus silencieux, plus absorbé. Il passait de longues heures à son bureau, relisant le même dossier, tournant en rond dans son jardin privé, regardant le vide depuis la terrasse. Un matin, alors qu'il prenait un café dans la cuisine, il vit Élodie apparaître au seuil de la pièce. C'était rare. Elle ne se déplaçait que très peu, encore moins pour venir jusqu'ici. Il se leva immédiatement, alla vers elle, tenta un sourire maladroit. Elle leva les yeux vers lui, un regard long, fixe. Puis, d'une voix presque inaudible, elle dit « Je veux Camille ». Ce fut tout. Elle se retourna, roula lentement jusqu'au salon, puis s'arrêta devant la grande vitre qui donnait sur le jardin. Alexandre resta debout, incapable de bouger. Ce n'était pas seulement la voix de sa fille qu'il venait d'entendre, mais une demande claire, directe, sans détour. Il comprit, en un instant, que rien de ce qu'il avait construit dans cette maison n'avait suffi à combler l'absence que Camille avait laissée, et que sa fille, dans sa fragilité, avait trouvé dans cette femme discrète une sécurité qu'aucun luxe, aucune stratégie éducative ne pouvait égaler. Ce jour-là, il ne dit rien à Clémence. Il ne fit pas de remarques, ne modifia pas l'organisation. Mais dans son bureau, il prit une décision. Il saisit son téléphone, chercha un numéro qu'il n'avait jamais supprimé. Le nom de Camille s'afficha sur l'écran. Il resta quelques secondes à le fixer, puis posa l'appareil sur la table sans appeler. Le dessin, celui qu'il avait trouvé sous la porte, restait accroché au mur, juste au-dessus de son bureau.
Il ne l'avait pas encadré, mais il ne l'avait pas non plus rangé. Il le regardait chaque jour, comme un rappel de ce qu'il avait perdu, en privilégiant le contrôle à la compréhension, la distance à la tendresse. Dans la chambre d'Élodie, une autre feuille apparut un soir. Un seul mot, écrit de manière hésitante mais lisible. « Reviens ». Personne ne l'avait aidé. Personne ne l'avait suggéré. C'était elle seule qui avait décidé de l'écrire. Un mot simple, mais chargé de tout ce que ses silences n'avaient pas encore réussi à exprimer. Le jour de la réception avait été planifié avec minutie. Alexandre Durand, comme à son habitude, voulait que tout se déroule sans faille. Les tables étaient dressées dans le grand salon vitré, les nappes parfaitement repassées, les couverts alignés au millimètre. Une lumière artificielle baignait la pièce, tamisée pour évoquer un luxe discret. Les invités commençaient à arriver. Des partenaires d'affaires, quelques figures politiques locales et plusieurs investisseurs influents. Tous venaient pour entendre Alexandre parler de ses nouveaux projets, de ses résultats récents, de l'avenir de ses investissements. L'ambiance était feutrée, les conversations contrôlées, les sourires bien calibrés. Clémence, habillée avec une élégance soigneusement choisie, s'occupait d'Élodie. Elle avait insisté pour que la fillette soit présente quelques minutes pendant l'événement pour montrer à tous combien elle allait bien. Alexandre n'avait pas vraiment écouté les arguments, mais il avait accepté. Il avait toujours préféré les apparences soignées aux complications émotionnelles. Et Clémence savait présenter les choses avec une douceur persuasive. Élodie fut donc installée dans son fauteuil, coiffée, habillée d'une robe pâle, ses cheveux tirés en arrière. Elle ne souriait pas, ne parlait pas, mais on la plaça près d'une table comme un élément de décor silencieux. Clémence posait une main légère sur son épaule à chaque fois qu'un invité passait près d'elle, comme pour signifier « Regardez, tout est sous contrôle ». Mais tout ne l'était pas. Depuis le départ de Camille, Élodie avait replongé dans un mutisme profond. Les quelques mots retrouvés s'étaient évaporés. Les dessins n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Et ce jour-là, dans ce salon rempli d'inconnus, de voix étrangères, de conversations creuses et d'odeurs qui n'avaient rien d'enfantin, elle sentit l'angoisse monter. Ce n'était pas la première fois qu'on l'utilisait comme vitrine. Mais cette fois, quelque chose céda. Le discours d'Alexandre commença. Il parlait chiffres, rentabilité, croissance. Son ton était assuré, son regard calculé. Il remercia ses partenaires, évoqua ses ambitions, salua la résilience de ses équipes. Puis, avec une transition maladroite, il glissa une phrase sur le soutien discret mais essentiel de la famille, tout en désignant Élodie d'un geste lointain. Tous les regards se tournèrent vers elle. Des sourires condescendants, des murmures émus, des gestes vides. Élodie baissa la tête. Clémence, debout derrière elle, se pencha et chuchota quelque chose que personne d'autre n'entendit. Ce fut le déclencheur. Soudain, Élodie attrapa la nappe devant elle et la tira violemment. Les verres basculèrent, les couverts tombèrent, un plat se renversa. Un silence absolu suivit le fracas. Tous les regards se figèrent. Clémence recula, stupéfaite. Alexandre se figea, incapable de réagir. Et là, dans ce silence tendu, Élodie se mit à crier. Un cri rauque, long, incontrôlable. Un cri comme on n'en entend jamais dans ces milieux-là. Elle hurla un mot unique, répété plusieurs fois, de plus en plus fort. « Camille, Camille, Camille !» Les invités se tournèrent vers Alexandre, certains gênés, d'autres curieux, certains choqués. Le masque du père de famille modèle venait de se fissurer, et pas par un scandale financier, par sa propre fille. Il tenta de reprendre contenance, s'avança vers Élodie, essaya de la calmer. Mais elle continua de crier, de pleurer, de frapper du poing sur la table. Les larmes coulaient, les traits crispés de douleur. Pas de douleur physique, mais celle plus dure, de l'abandon, de l'incompréhension, du manque. Clémence tenta d'intervenir, mais Élodie la repoussa brutalement. Elle ne voulait qu'une chose, Camille. Elle ne connaissait que ce nom pour traduire tout ce qui manquait. Alexandre, désemparé, fit signe à la gouvernante, qui s'approcha en toute hâte. On fit sortir les invités. Les excuses furent murmurées, les sourires forcés refirent surface, mais le malaise restait. La scène avait été trop forte pour être effacée par une simple plaisanterie de convenance. Une fois la pièce vide, Alexandre resta seul un moment, debout devant les miettes du désastre. Clémence, blessée dans son orgueil, avait quitté la pièce, prétextant un appel. La gouvernante emmena Élodie dans sa chambre.
la laissant dans un état d'épuisement total. Alexandre, lui, resta immobile. Il ne regardait plus les éclats de verre, ni les nappes froissées. Il repensait à ce cri. Ce cri qui, d'un seul mot, avait renversé tout ce qu'il avait essayé de contenir. Ce n'était pas seulement un nom, c'était un verdict, un appel qu'il n'avait pas su entendre à temps. Il se souvint de tous les moments où il avait détourné les yeux, de tous les gestes qu'il n'avait pas faits, de toutes les fois où il avait confondu autorité avec distance, contrôle avec protection. Il comprenait enfin que le lien entre Camille et Élodie n'était pas une interférence ni une dépendance, mais un ancrage, le seul qu'elle avait trouvé depuis la mort de sa mère. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Alexandre ne monta pas dans son bureau. Il ne consulta aucun rapport. Il ne parla à personne. Il resta assis, seul, dans le salon vide, face à la chaise roulante vide de sa fille. Il ne pleura pas, mais quelque chose en lui se fissura. Pas brutalement, lentement. Comme une pierre qui, à force de silence, finit par céder. Il avait fallu plusieurs nuits sans sommeil pour qu'Alexandre admette ce qu'il avait trop longtemps refusé de voir. Depuis la crise d'Élodie, un silence pesant s'était abattu sur la maison. Ce n'était plus le silence de l'habitude ou de la discrétion bourgeoise, mais celui de la culpabilité. Clémence n'était pas revenue. Elle avait pris prétexte d'un déplacement professionnel, mais chacun avait compris qu'elle s'éloignait avant d'être poussée vers la sortie. La gouvernante reprenait tant bien que mal la gestion de la maison, mais ses gestes étaient plus lents, comme lestés par le malaise général. Élodie restait prostrée dans sa chambre, refusait tout contact, se nourrissait à peine, ne dormait que par intermittence. Alexandre, seul dans son bureau, rouvrit pour la première fois le tiroir où il avait rangé les affaires laissées par Camille. Il y trouva un cahier à spirale, une série de notes manuscrites sur l'évolution d'Élodie, des observations sensibles, des détails que personne n'avait pris le temps de remarquer. En feuilletant ces pages, il ressentit une gêne profonde. Elle avait vu, compris, tenté d'alerter, sans jamais forcer, et lui avait préféré écouter des voix plus familières, plus confortables. Un matin, alors qu'il entrait dans la chambre de sa fille, il trouva un dessin glissé sur l'oreiller. Il représentait, une fois encore, deux figures, Camille et Élodie. Cette fois, un mot les reliait, écrit en lettres simples, maladroites, mais claires, « Reviens ». Alexandre s'assit sur le bord du lit, le dessin entre les mains, incapable de dire quoi que ce soit. Ce mot, il le portait aussi en lui. Il s'adressait autant à elle qu'à lui-même. Il décida de se rendre dans le quartier où Camille avait dit vivre. Il se souvenait vaguement d'un nom de rue évoqué lors d'une conversation en début d'embauche, alors il demanda discrètement à un ancien chauffeur s'il pouvait l'y conduire. L'homme, visiblement surpris, accepta sans poser de questions. Ils roulèrent longtemps, quittèrent les zones résidentielles chics pour s'enfoncer dans des rues plus modestes, des immeubles aux façades usées, des entrées sans portier. Le contraste avec sa propre maison était frappant. Quand il la vit, debout sur le trottoir devant un petit bâtiment à la façade terne, il sut qu'il ne pourrait improviser. Elle portait une veste légère, un sac à la main, prête à sortir. Elle le vit à son tour, fronça légèrement les sourcils, mais ne bougea pas. Il s'approcha, lentement, sans savoir comment entamer ce qu'il était venu faire. Pas de discours préparé, pas d'excuses formelles. Il tendit la main, non pas pour serrer la sienne, mais pour lui donner un objet. C'était le cahier d'Élodie, celui où elle avait recommencé à dessiner, à écrire. Sur la première page, en lettres tremblantes, une nouvelle phrase avait été ajoutée. « Camille, reviens pour moi ». Camille prit le cahier, le regarda longuement. Elle lut les mots, tourna quelques pages, puis leva les yeux vers lui. Il ne parla pas, elle non plus, pendant un instant. Puis elle dit d'une voix calme, « Vous avez compris trop tard ». Il hocha la tête, incapable de contredire. Elle reprit, « Je ne veux pas revenir pour redevenir une employée invisible. Si je reviens, ce sera pour être respectée, pour être écoutée. Je veux qu'on me voie comme une personne, pas comme une aide temporaire. » Il acquiesça. Il ne chercha pas à se justifier. Il savait que les mots ne serviraient à rien de plus. Elle le suivit jusqu'à la voiture sans un mot. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant, mais différent, plus lourd de sens que de distance. En arrivant devant la maison, elle hésita avant de descendre. Le portail s'ouvrit lentement, comme à l'accoutumée, mais elle n'y prêta pas attention. Ce n'était pas la maison qui l'intéressait.
C'était la petite fille qui s'y trouvait encore derrière une fenêtre. Lorsqu'elle entra, la gouvernante la salua sans cacher sa surprise. Alexandre la précéda jusqu'à la chambre d'Élodie. Il frappa, entr'ouvrit la porte. La fillette était là, assise dans son fauteuil, le regard vers le jardin. Lorsqu'elle entendit la voix de Camille, un frémissement la parcourut. Elle tourna lentement la tête, vit sa silhouette dans l'embrasure. Un instant de silence, puis elle se redressa légèrement, comme si son corps tout entier réagissait à une impulsion longtemps contenue. Camille s'approcha, sans dire un mot. Elle posa son sac, s'agenouilla à côté d'elle exactement comme la première fois. Elle tendit les bras. Élodie ne répondit pas immédiatement, mais son visage se décomposa. Elle hoqueta, comme si l'émotion comprimée depuis des jours éclatait d'un seul coup. Et sans attendre d'y être poussée, elle tendit les bras à son tour. Ce n'était pas encore le moment du grand bouleversement. Rien n'était réglé, mais quelque chose, dans ce simple geste de retour, avait ouvert une brèche. Alexandre, resté dans le couloir, observait la scène sans oser s'approcher. Pour la première fois, il assista à un échange vrai. Pas une performance, pas un protocole, mais un lien authentique, profond, silencieux. Il recula lentement, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Il savait que son rôle, désormais, n'était plus d'imposer ou de diriger, mais d'apprendre à faire confiance. Il avait longtemps cru que l'autorité suffisait. Il comprenait maintenant que l'essentiel tenait parfois à la présence de quelqu'un qui ne cherche rien d'autre qu'à faire du bien. Et ce rôle-là, Camille l'avait assumé sans jamais rien réclamer en retour. Camille passa la première nuit de son retour dans une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Alexandre lui avait proposé, sans cérémonie, un espace privé qu'elle pourrait aménager à sa manière. Elle n'avait pas répondu par des remerciements excessifs, seulement un « c'est parfait » qui suffisait à marquer une reprise claire, sans effusion. La maison était identique en apparence. Les mêmes murs blancs, les mêmes meubles froids, les mêmes couloirs silencieux. Mais quelque chose de manière imperceptible avait changé. Les regards n'étaient plus les mêmes, et surtout, la présence de Camille réinstallait un équilibre que personne n'osait nommer. Élodie, depuis l'arrivée de Camille, ne s'était pas exprimée. Elle n'avait pas pleuré non plus. Elle restait là, dans sa chambre, dans ce fauteuil qu'elle semblait avoir intégré comme partie d'elle-même, les bras inertes, les jambes posées droites, les yeux parfois fixés sur la fenêtre, parfois perdus dans le vide. Camille ne brusquait rien. Elle reprenait les routines avec une délicatesse extrême. Elle n'insistait pas, ne posait pas de questions, ne cherchait pas à activer une mémoire douloureuse. Elle s'asseyait à côté de l'enfant, sortait ses crayons, commençait à dessiner. Quelques traits, une couleur, une fleur, un soleil, une figure abstraite. Puis elle reposait le crayon et attendait. Ce fut ainsi pendant 3 jours. Aucune parole, aucun geste particulier, mais une présence constante, attentive. Le 4e jour, en fin de matinée, Camille entra dans la chambre comme elle le faisait toujours. Élodie était devant la fenêtre, immobile. Camille s'approcha, posa un carnet sur la table, ouvrit une page blanche, puis se pencha vers elle. « Je pense qu'aujourd'hui tu peux choisir ce qu'on dessine », dit-elle simplement. Pas de ton enfantin, pas de voix forcée. Juste une phrase posée, calme, sincère. Élodie ne répondit pas. Mais Camille vit un battement de paupières, un mouvement presque imperceptible de la tête. Elle prit cela pour un signal. Elles passèrent 1 heure côte à côte. L'enfant tenait un crayon, mais ne l'utilisait pas. Camille, elle, gribouillait des formes sans importance, seulement pour occuper l'espace. Ce n'était pas le dessin qui comptait, mais le fait de le faire ensemble. En fin d'après-midi, Camille proposa de lire une histoire. Élodie la laissa faire. Elle écouta sans réagir, mais sans se détourner. Quand Camille termina, elle resta assise encore quelques instants. Puis, en se levant, elle dit doucement « Si tu veux, demain on peut aller dans le jardin. » Élodie ne répondit pas, mais pour la première fois, elle suivit Camille du regard jusqu'à la porte. Le lendemain, elles sortirent ensemble. Camille poussa lentement le fauteuil sur les dalles de pierre qui entourèrent le jardin. C'était un endroit soigneusement entretenu, mais peu utilisé. Des fleurs bien taillées bordèrent les haies, des bancs en pierre se dessinaient à intervalles réguliers. Camille fit le tour du jardin, s'arrêta sous un arbre. L'ombre dessinait des formes au sol. Elle s'accroupit à côté du fauteuil, retira une feuille du carnet et commença à dessiner ce qu'elle voyait. Élodie regardait en silence. Puis,
arriva ce moment. Ce fut d'une simplicité déroutante. Camille se leva, s'agenouilla doucement devant elle, la regarda longuement puis tendit les bras. Elle ne dit rien. Elle ne fit aucun geste brusque. Elle attendit. Élodie, d'abord figée, resta sans bouger. Ses bras étaient posés sur ses cuisses, ses épaules légèrement voûtées. Camille ne bougea pas. Puis, lentement, centimètre par centimètre, Élodie leva les bras. Elle hésita. Elle tremblait. Et, dans un effort visible, elle détacha ses jambes du repose-pied. Elle tenta de se lever. Ce fut maladroit, fragile, presque désespéré. Ses jambes ne la soutenaient pas tout à fait, mais elle les posait au sol, tremblante. Camille resta immobile, bras toujours ouverts. Élodie avança un pied, puis l'autre. Un pas, un autre. Elle chancela. Camille voulut la rattraper, mais se retint. Elle devait le faire seule. Alors, dans un silence complet, l'enfant fit encore 2 pas, les bras levés, les yeux humides. Et elle tomba contre Camille. Ce ne fut pas une chute, mais une arrivée. Un mouvement d'élan, de fatigue et de soulagement. Elle s'effondra dans les bras de Camille, qui la serra doucement. Aucun mot ne fut échangé. Élodie pleurait, de vraies larmes, silencieuses, longues, profondes. Camille la berçait sans bruit, la tête posée contre celle de l'enfant, les bras serrés autour de son dos. Alexandre, qui avait observé la scène depuis la terrasse, sentit sa gorge se nouer. Il ne recula pas, il ne détourna pas les yeux. Il resta là, planté, témoin de ce qu'il n'avait jamais su provoquer mais qu'il savait être juste. Il vit sa fille se redresser, puis s'effondrer dans une étreinte qui valait toutes les rééducations, tous les protocoles, tous les discours froids. Le lendemain, Élodie marcha encore. Pas longtemps, pas loin, mais elle marcha. Non pas parce qu'on lui avait dit de le faire, mais parce qu'elle avait retrouvé un point d'ancrage, parce qu'on l'avait laissé exister à son rythme. Parce que dans cette maison où tant de choses avaient été décidées pour elle, elle avait enfin pu choisir. Elle avait choisi de se lever. Elle avait choisi de tendre les bras. Camille, de son côté, ne parlait pas de progrès. Elle ne mentionnait aucun miracle, aucune victoire. Elle continuait simplement à être là, présente, disponible, juste assez proche pour être un soutien, juste assez discrète pour laisser de la place. Elle ne cherchait pas de reconnaissance. Ce jour-là, elle avait seulement écouté, et son écoute avait permis à une enfant de faire ce que personne ne croyait plus possible, se lever, avancer et chercher une étreinte qui change tout. Le temps avait passé, sans bruit, mais de façon tangible. Les jours n'étaient plus une succession de routines figées, mais une série de moments qui, peu à peu, redonnaient forme à une vie. Le jardin, longtemps déserté, était devenu un lieu de passage quotidien. On y voyait souvent Élodie, assise sur un banc, un livre sur les genoux, parfois en train de marcher avec l'aide d'une canne légère, toujours accompagnée de Camille, qui restait proche, mais laissait à l'enfant l'espace pour découvrir ses propres forces. La transformation n'avait pas été soudaine, elle s'était construite lentement, patiemment, sans éclat. Les progrès d'Élodie, d'abord timide, s'étaient affirmés au fil des semaines. Elle parlait désormais avec clarté, ses phrases encore courtes mais de plus en plus précises. Elle dessinait chaque jour, retrouvant les couleurs vives de ses anciens carnets. Ses dessins représentaient souvent 3 personnages, elle-même, Camille et Alexandre. Toujours ensemble, toujours dans des scènes du quotidien. Plus de silhouettes effacées, plus de paysages sombres. L'univers d'Élodie s'était peuplé de présence, de chaleur, d'expression. Alexandre avait lui aussi changé, mais à sa manière. Loin de se métamorphoser en père idéalisé ou démonstratif, il avait commencé par être là, vraiment là. Il participait au repas, même bref. Il posait des questions simples à sa fille, parfois maladroites, mais sincères. Il avait appris à écouter sans interrompre, à répondre sans juger. Il passait du temps avec elle non par devoir, mais par choix. Les silences qu'il partageait avec Élodie n'étaient plus ceux de l'indifférence, mais ceux d'un lien en construction. Camille avait pris une place qu'aucun contrat n'aurait pu définir. Elle n'était plus la nourrice temporaire, ni la figure de passage qu'on remercie à la fin d'un service. Elle était devenue un point d'équilibre. Elle organisait les journées, mais aussi les transitions. Elle aidait Élodie à poursuivre sa rééducation, mais aussi à apprendre à être une enfant comme les autres, capable d'exprimer ses envies, ses refus, ses besoins. Elle parlait peu de ce qu'elle avait vécu au début, ne rappelait jamais les tensions, les rejets, les humiliations discrètes.
Elle avançait avec la même constance, la même exigence calme. Un jour, alors qu'ils étaient tous les trois réunis dans le salon, Élodie demanda à Camille si elle resterait pour toujours. Ce fut dit sans insistance, sans peur, comme une question posée à voix haute, sans savoir ce que serait la réponse. Camille lui répondit en posant une main sur la sienne. « Tant que tu auras besoin de moi, je serai là. » Alexandre, assis de l'autre côté, écoutait sans intervenir. Mais plus tard, il demanda à Camille, en privé, ce qu'il pouvait faire pour qu'elle ne reparte jamais. Elle répondit qu'elle ne voulait ni augmentation, ni titre officiel, ni chambre plus grande. Elle voulait du respect et de la place pour exister sans devoir prouver constamment sa valeur. Il acquiesça. Ce fut leur accord. La maison, autrefois froide et silencieuse, avait changé de son. Il y avait des bruits de pas dans les escaliers, des rires étouffés dans les couloirs, des éclats de voix parfois, et même des disputes entre Élodie et la gouvernante, désormais moins distantes. On y entendait de la musique, pas tout le temps, mais assez souvent pour rompre l'immobilité d'autrefois. Les repas n'étaient plus chronométrés. Ils s'étiraient parfois, ponctués d'anecdotes que Camille racontait ou d'observations d'Élodie sur ses lectures. Une fois par mois, Camille proposait une activité nouvelle, une sortie, une visite, un atelier. Alexandre s'y joignait de plus en plus régulièrement. Il ne s'agissait pas d'activités spectaculaires. Un marché dans le quartier, une promenade dans un musée, une séance de cinéma. Mais chacune de ces sorties consolidait un peu plus ce qu'ils étaient devenus. Non pas un trio de personnes réunies par nécessité, mais une famille en construction. Sans lien biologique entre tous, mais avec un ancrage réel, vécu. Alexandre apprenait aussi. Il posait des questions sur l'éducation, sur les émotions, sur les méthodes de Camille. Il admettait ses limites, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il reconnaissait sans honte qu'il avait confondu efficacité avec présence, autorité avec attention. Il n'essayait pas de rattraper le passé, mais de mieux construire le présent. Il ne disait pas souvent merci, mais il l'exprimait par des gestes, des actes discrets. Il rentrait plus tôt du bureau, participait aux devoirs du soir, préparait parfois le petit déjeuner lui-même. Et lorsqu'il voyait sa fille s'éloigner vers le jardin avec Camille, il ne ressentait plus de jalousie ni de crainte, seulement de la gratitude. Le soir, dans la chambre d'Élodie, les rituels avaient évolué. Camille n'avait plus besoin de chanter pour apaiser l'enfant. Élodie choisissait parfois une histoire, d'autres fois demandait simplement à parler. Elle évoquait des souvenirs, des pensées, des rêves. Elle parlait même de sa mère parfois. Ce n'était plus un sujet interdit. Camille écoutait, Alexandre aussi, quand il était là. Il ne corrigeait pas, ne complétait pas. Il laissait parler. Et cela suffisait. À l'extérieur, personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé dans cette maison. Certains anciens partenaires d'Alexandre, plus distants depuis sa mise en retrait partiel, parlaient d'un changement de priorité, de choix de vie. D'autres, plus lucides, comprenaient qu'il avait simplement décidé de ne plus sacrifier sa fille à sa carrière. Peu importe les interprétations, l'essentiel n'était plus là. Un matin, Élodie écrivit une carte. Elle l'attendit à Camille, avant de partir pour une sortie scolaire. Elle disait simplement « Merci de m'avoir vu quand plus personne ne regardait ». Camille la garda dans un livre, sans rien dire. Ce n'était pas une déclaration exceptionnelle, mais pour elle, c'était la confirmation que ce qu'elles avaient construit jour après jour résistait au temps. Dans cette maison, désormais, il y avait des fleurs fraîches sur la table du salon. Il y avait des dessins accrochés au mur, des livres ouverts, des jouets abandonnés. Il y avait des voix, des odeurs de cuisine, des habitudes vivantes. Et surtout, il y avait cette certitude, celle d'avoir formé une famille que rien ne prévoyait, mais que tout justifiait. Une famille née non du sang, mais de la constance, de la confiance et du choix de rester, quand partir aurait été plus simple.